ce webinaire hein, sur la reprise des actions de formation et qu'on puisse échanger sur ce thème. Alors pour débuter, en fait, je vous propose qu'on fasse déjà un peu les thèmes d'actualité et qu'on voit un peu justement qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période un peu spécifique de Covid, qu'est-ce qui a eu lieu comme information et qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les reports, quels sont les éléments qui ont été modifiés, peut-être des choses que vous allez louper ou que vous avez entendues. C'est vrai que certains ont été très actifs en veille finalement pendant cette période et puis d'autres malheureusement ont eu d'autres occupations, de s'occuper et des enfants et des autres activités, ont peut-être loupé quelques étapes du puzzle. Donc je vais un peu remettre les éléments en place. Première chose, une grande rupture à partir du confinement avec l'impossibilité de faire des formations présentielles et ça nous est un peu tombé, ça, tous les organismes de formation sur la tête du jour au lendemain. C'est vrai que résultat, on a dû gérer en mode urgent finalement l'annulation de toutes les formations présentielles et puis les relations avec des clients qui étaient un peu difficiles à joindre, qu'on avait du mal à attraper, etc. Donc c'est vrai que ce fut déjà une période assez compliquée puisqu'on a eu une période de rupture très brutale, ce qui nous était quasiment jamais arrivé. Bon, on avait déjà géré les grève, vous allez me dire, en fin d'année dernière, mais c'était quand même pas aussi, on s'y attendait un peu plus que cette rupture du Covid. Donc c'est vrai que derrière, on s'est retrouvé avec d'un coup un mode urgent de devoir se décider où j'annule ou éventuellement j'essaye de transférer les actions en formation à distance. Et là, on attendait aussi bien sûr tous les éléments juridiques. Il faut reconnaître que la Direct n'a pas arrêté hein, pendant cette grande période en fait de Covid et derrière nous a sorti énormément de textes, hein, énormément de documents qui d'ailleurs n'ont pas tous validité juridique hein, puisqu'on a eu beaucoup de questions-réponses. Je tiens toujours à préciser qu'en droit, le question-réponse n'a pas de validité juridique. Hein. Il est fait par la Direct et donc il n'est pas passé dans le cycle juridique et législatif. Donc c'est vrai que on a dû suivre un peu au quotidien avec des complexités. D'ailleurs, les juristes, je pense, sont tous épuisés au quotidien dans toutes les entités parce que finalement les textes sortaient avec des éléments qui étaient modifiés ensuite. On nous rajoutait ensuite des éléments qui étaient de temps en temps en incohérence ou voire en opposition avec ce qui nous avait été dit précédemment. Et c'est là-dessus que ça a été un peu compliqué à suivre pour nous tous parce qu'en fait, résultat, on avait de temps en temps annoncé des choses dans des webinaires et finalement, en fait, ils étaient modifiés ensuite puisque le législateur avait décidé de changer les règles. Donc une première période un peu compliquée de rupture très brutale, de transfert. Alors là, tout le monde n'a pas agi de la même façon et tout le monde n'était pas outillé de la même façon non plus. Certains organismes de formation ont pu reconduire un grand nombre d'actions en mode digital. Bon, ceux qui étaient déjà digitalisés en ont bien sûr profité. Hein. Je pense que vous avez bien vu que tous nos spécialistes du MOOC ou du digital, eux, directement, ont pu facilement derrière continuer leur formation. Pas dire forcément d'ailleurs qu'ils ont eu énormément d'inscrits. Hein. Attention aux effets d'annonce et aux choses qui se sont passées. Tout le monde n'avait pas non plus dans cette période envie forcément d'aller faire de la formation et n'était d'être pas en disponibilité et psychologique, mais aussi en disponibilité opérationnelle pour pouvoir faire une formation. Hein. C'est pas quand vous êtes 5 dans un appartement de 2 pièces que derrière vous êtes dans les meilleures dispositions pour aller faire justement une formation. Donc ça ne veut pas dire que les digitaux s'en sont mieux sortis, ils ont eu quand même plus d'inscriptions, ils ont eu moins de difficultés à mettre en œuvre. Ceux qui faisaient que du présentiel, c'est là qu'il a fallu se réorganiser. Alors pour beaucoup, malheureusement, tout a été annulé, le chiffre d'affaires est tombé, hein, soyons clairs. Et d'autres ont réussi, tant bien que mal, à essayer de transférer certaines actions en mode digital à distance. Et c'est là que je disais que oui, Zoom, Teams et tous les autres ont été nos meilleurs amis. Il a fallu juste apprivoiser ces bêtes un peu bizarres pour voir comment on pouvait le faire, modifier un peu les formations, hein, parce qu'un formateur ne peut pas former pareil pédagogiquement en mode digital. Et donc ça a été un peu fait en mode urgent et en mode bricolage, mais je pense que là tout le monde a été plutôt conscient de la chose. Donc que ce soit les stagiaires ou que ce soit les organismes, tout le monde était plutôt, on va dire, compréhensif sur le sujet et derrière n'avait pas trop de difficultés avec ça. Donc ça a été la première étape. Deuxième étape, dans les choses qui vont avoir bougé, vous le savez, on a le report de Calliope. Je pense que personne n'a loupé l'information. Donc Calliope est reporté d'une année. Le ministère s'est bien rendu compte que tout le monde ne pourrait pas faire ça pour le 1er janvier 2021 comme c'était prévu. Et donc finalement ce report, la date officielle est prévue au 1er janvier 2022. Donc tous les organismes ont jusqu'au 1er janvier 2022 pour être Calliope. Attention par contre, hein, il y a aujourd'hui certains petits problèmes pour certains qui avaient une certification qui arrivait à échéance. Et dans ces cas-là, il peut y avoir des problèmes de Datadog.
Datadoc, donc ou des réenregistrements que vous devez faire en Datadoc. J'ai eu plusieurs organismes qui ont eu ce questionnement, hein, parce que justement, ils avaient déjà une certification qualité, mais elle arrivait à échéance là au mois d'avril, par exemple, et donc derrière, en fait, soit ils passent directement Calliope, soit ils vont avoir une latence. Donc là, il faut essayer d'aller voir votre certificateur pour essayer de trouver une solution et voir comment se faire. Pour ceux qui étaient déjà Calliope, il a été annoncé que la certification ne durerait pas 3 ans, mais 4 ans, pour justement leur éviter derrière d'être lésés par le fait qu'ils avaient anticipé la chose. C'était notre cas à nous, hein. Nous, on a été Calliope dès janvier de cette année 2020, et donc en fait derrière, on aura cette certification pour 4 années avec justement des échéances de milieu qui vont être reportées et revisitées en lien avec cette échéance de 4 ans. Sur le certificat, on a eu l'apparition, je ne sais pas si certains l'ont vu, le certificat de réalisation, je vais en parler, je voudrais expliquer. C'est un moyen pour les organismes de se simplifier les preuves à donner justement à un financeur. Et je trouve que c'est une bonne chose, ça va nous aider. Tout le monde n'est pas au courant de ce certificat de réalisation, c'est pour ça que je voulais faire un petit focus dessus. Et puis, on va aller parler de la grande nouveauté qui a fait bouger beaucoup les organismes de formation et surtout les webinars, parce que je pense que vous avez vu un nombre de webinars fleurir. J'en ai animé quelques-uns d'ailleurs pour certains organismes de formation sur le fameux FNE formation, donc qui a été lancé par notre ministère pour justement pouvoir financer la formation de personnes qui étaient en activité partielle. Donc, un moyen justement pour l'État d'essayer de booster la formation pour les gens qui étaient en activité partielle et qui étaient de toute façon confinés, donc ils ne pouvaient pas aller se promener un peu partout, l'État se disant que c'était le bon moyen de les former. Là-dessus, on va dire qu'on est dans demi-teinte. On a eu quand même certaines entreprises qui se sont lancées. Certaines étaient frileuses quand même sur le sujet, déjà parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de bouger. Et puis aussi que les collaborateurs à qui ils demandaient n'étaient pas toujours motivés à aller se former pendant leur activité partielle. Donc ça a un peu bloqué éventuellement le sujet. Et puis autre grand blocage, je ne sais pas si certains ont eu la grande chance de travailler avec certains OPCO à ce moment-là. On ne peut pas dire que les OPCO ont toujours aidé sur le sujet. Au début, ça devait être la directe qui allait s'occuper de ce sujet, mais dans beaucoup de cas, les directs ont donné en fait délégation aux OPCO pour s'en occuper. Et c'est là que ça a un peu compliqué le process parce que nos amis OPCO qui aiment bien refixer des règles quand les règles ont déjà été fixées, ont essayé de remettre des règles pour limiter en fait les demandes FNE ou pour créer de nouveau de la paperasse là où il y en avait pas besoin, soyons clairs. Et donc, je vois que moi, j'ai eu pas mal de cas à gérer où il a fallu quand même aller expliquer aux OPCO que c'était les règles données par le FNE formation qu'il fallait faire, voire même aller recontacter les directs pour s'assurer que les OPCO fassent respecter les règles qui avaient été données. Bon, eux, c'est pareil, hein, ils ont été un peu pris par le vent, on leur a annoncé d'un seul coup qu'ils s'en occupaient. Ils ont dû, pour certains, revenir sur les lieux de travail alors qu'ils n'y étaient plus. Donc, bon, ça a été un peu un mode urgent aussi de tous les côtés. Donc voilà un peu sur les changements. Donc sur le FNE formation, j'ai pas mis à pesantir parce que je pense que vous avez tous assisté à des tas de webinars derrière. Si par hasard vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, je suis prête à y répondre. Mais voilà, c'était vraiment un dispositif qui était intéressant pour le financement des salariés à une activité partielle. Je tiens à préciser qu'il est toujours opérationnel, hein, donc s'il y a encore des demandes d'entreprise, vous pouvez encore le faire jouer, vous pouvez encore le préconiser pour vos entreprises clientes. Il sera opérationnel, mais par contre, il faut que les salariés soient placés en activité partielle. En fait, jusqu'au 31 mai, on avait encore la possibilité de rajouter dans la liste quelques salariés qui n'étaient pas en activité partielle. C'était marqué dans le question-réponse que c'était exceptionnellement. Attention, la date butoir, là, elle est le 31 mai. Ça ne veut pas dire que le FNE s'arrête. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites disant que le FNE s'arrêtait au 31 mai. Non, il ne s'arrête pas. S'il y a des salariés qui sont encore en activité partielle, on peut encore leur faire des financements FNE et ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année. En fait, donc il n'y a pas de limitation du sujet du FNE, sauf le fait qu'on va avoir de moins en moins de salariés qui seront en activité partielle, parce que justement derrière, en fait, tout le monde est en train de faire une reprise et les gens reviennent. Il faut qu'ils aient débuté la formation au moment où ils étaient en activité partielle. Après, derrière, ils peuvent la continuer quand ils reprennent. C'est ça le point important qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que la formation ait débuté quand le salarié est en activité partielle. Vous pouvez encore, pendant 3 jours encore, vous pouvez en rajouter qui ne sont pas dans le dispositif d'activité partielle. C'est bien marqué exceptionnellement, donc, et ça va se terminer au 31 mai, puisque c'était ce qui avait été écrit. Les conditions de rémunération, la personne
derrière rémunéré par l'activité partielle, donc c'est pas la peine derrière une autre rémunération, c'est déjà l'État qui pourvoit à sa rémunération. Et derrière, en fait, l'État prend à charge 100% des coûts pédagogiques. Et là, il n'y a pas de hauteur. Le 1500 euros, c'est qu'il y a une étude en plus derrière. Attention, c'est 1500 euros TTC. Le 1500 euros, hein, c'est qu'il y a une étude en plus du dossier, mais ça ne veut pas dire que c'est bloquant. Bon, alors c'est là-dessus que les OPCO, par contre, bloquent souvent beaucoup plus le dossier. Après, il faut reconnaître que certains organismes n'ont pas joué le jeu non plus, puisque je viens de dire des choses sur les OPCO, autant le dire aussi de temps en temps sur certains OF. Certains OF ont très fortement fait augmenter les prix pour atteindre justement la barre des 1500 euros. C'était pas, quand on sait que c'est l'État qui paye, c'est un peu moyen aussi dans le principe. Donc c'est là-dessus que derrière, faut quand même faire raison garder sur le sujet. Le but était quand même de former les gens. Il n'y avait pas de raison d'augmenter les coûts dû au fait qu'il y avait une manne financière qui s'était ouverte. C'est quand même nos impôts à tous qui sont utilisés. Pas de questions sur le FNE? Aucun d'entre vous n'a de questions sur le sujet? Est-ce que certains ont pu l'utiliser? C'est intéressant de voir parmi nous tous si certains ont pu en bénéficier. Parce que j'ai noté quand même que certains OF se sont bien lancés sur le sujet et d'autres beaucoup moins. Donc, de voir si chez les uns et les autres, vous avez utilisé ce dispositif, réussi à l'utiliser aussi. Donc, non, apparemment pas. Alors, c'était pas forcément que pour vous, Amandine, hein, ça pouvait être pour des clients. Marie-Lise nous dit que chez elle, ça a été plutôt utilisé. Pas forcément simple au démarrage. Bah oui, déjà parce que ça a un peu cafouillé au départ pour aller savoir comment ça se mettait en marche, etc. Donc, Bruno nous dit qu'il vient de lancer une formation FNE pour un client. Donc, ça a bien généré quand même quelques demandes. Et Jean-Louis aussi nous dit que vous êtes en train de monter un dossier avec l'OPCO. Donc voilà. Donc c'est là-dessus que voilà, selon les cas, certains on peut l'utiliser, d'autres après, je vous dis, hein, il y a eu finalement aussi une frilosité de temps en temps de certaines entreprises hein, qui n'ont pas qui n'ont pas pu faire la chose, donc, et puis certains, quand ils ont appris qu'ils devaient demander l'accord des salariés, ont renoncé aussi. Hein, le fait de demander l'accord écrit de tous les salariés, derrière, et puis certains salariés n'ont pas voulu. Hein, très clair. Quand on disait que derrière tout le monde n'était pas toujours de bonne volonté, temps en temps, on a certains salariés aussi qui trouvent très bien d'être en chômage technique payé par l'État et finalement derrière n'ont pas forcément envie non plus pendant cette période de se former. Vous savez bien comme moi que tout le monde n'a pas nécessairement envie de se former à tout moment. Ce qu'on vit au quotidien est aussi vrai en période de Covid qu'ailleurs. Alors, Didier nous met qu'il y a mobilisation du dispositif pendant les périodes d'activité partielle et donc oui, vous pouvez continuer en fait derrière Didier. Il est marqué hein, derrière. C'est marqué dans attention parce que c'est pas marqué dans les textes de loi, mais dans le question-réponse en fait qui a été mise à jour, il est marqué que le salarié doit avoir démarré en fait quand il est en activité partielle, mais qu'il peut finaliser en fait ensuite son activité. En fait, il peut finaliser sa formation quand il a repris son activité. Ça, c'était en fait ce que le début. C'est là-dessus que, par exemple, c'est sur des choses comme ça que, par exemple, au départ, nous, on a beaucoup communiqué en disant aux gens, attention, vous ne pouvez faire que les salariés en activité partielle. Attention, vous ne pouvez faire ça que pendant le temps où la personne est en activité partielle. Et 2 jours après, on avait un question-réponse qui était mis à jour par le ministère, qui annonçait qu'on pouvait mettre quelques salariés exceptionnellement qui n'étaient pas en activité partielle jusqu'au 31 mai, et qui annonçait derrière que on pouvait terminer la formation après. Donc c'est là-dessus qu'il a fallu être un peu agile en termes de droit pour suivre au quotidien en fait les évolutions. Et c'est assez épuisant. Hein. Je vous avoue que moi, à force de relire le question-réponse, commence à même à saturer fortement. Et finalement, le fait d'avoir annoncé quelque chose en webinar et que vous finalement vous voyez que derrière on vient de vous changer les informations, c'est un peu déstabilisant en tant qu'expert aussi, c'est pas toujours très agréable. Alors non Sylvie, il n'y a pas nécessairement en fait d'accord écrit avec un formulaire spécifique. Hein. Il peut y avoir, il faut un accord écrit. Après certains OPCO, de nouveau, ont créé leur propre formulaire, comme d'habitude. Les OPCO aiment bien créer des documents. Vous le savez comme moi, hein, c'est l'une de leurs grandes spécialités. Ils adorent ça.
Bon alors, je propose de passer à l'autre modification, puisqu'on a répondu aux différentes questions FNE, c'est le fameux certificat de réalisation. Alors, je ne sais pas si certains ont vu que ça s'était mis en place. Il devait déjà se mettre avant, hein. C'est pas forcément dû au Covid, mais ça a été accéléré par le Covid. En fait, attention, le certificat de réalisation ne va pas remplacer la feuille de présence ou ne va pas remplacer les autres éléments probants que vous devez avoir en tant qu'organisme de formation, mais il va vous simplifier en fait la relationnelle que vous avez avec les financeurs. C'est-à-dire que pour aller prouver, par exemple, à la caisse de dépôt, des dépôts, si vous faites du CPF, pour aller prouver la réalisation de la formation, vous n'aurez à envoyer que le certificat de réalisation à votre caisse des dépôts et consignations pour justement valider que la formation est finie et pour être payée. De la même façon, si vous travaillez avec un OPCO, pour preuve de réalisation, justement, vous ne serez plus obligé d'envoyer les feuilles de présence et les autres documents. Le seul document qui sera nécessaire de lui envoyer, c'est le certificat de réalisation. Donc, c'est le fait qu'on va simplifier la relation entre organismes de formation et financeurs. Et ce document, il est là pour ça. Ça ne veut pas dire que derrière, vous ne devez pas avoir en tant qu'organisme de formation les preuves de réalisation de la formation. Et ça, c'est nécessaire, puisqu'en fait, le certificat de réalisation, ça va juste être un document sur lequel vous allez dire telle personne a fait une formation pendant tant d'heures et où vous allez derrière donner le titre de la formation. Et c'est vous, en tant qu'organisme, normalement le directeur ou celui qui a délégation de signature, qui va apposer sa signature dessus pour attester que la personne, elle a bien suivi la formation. Mais derrière, en tant qu'organisme, vous devez toujours conserver les preuves de réalisation de la formation. Donc en présentiel, c'est toujours soit la feuille de présence, soit l'attestation de stage signée par le stagiaire. Donc là, on a toujours cette preuve à avoir derrière et on peut vous la demander. Soit le financeur peut vous demander des preuves complémentaires s'il a des doutes, ou éventuellement vous pourriez avoir un contrôleur de la formation ou un auditeur Calliope qui vous demande ces éléments en éléments de preuve, ou éventuellement derrière, en dernière, et si vous faites du digital, les éléments probants pour rappel, c'est la preuve de réalisation d'une évaluation, soit au milieu du parcours, soit à la fin du parcours, soit de réalisation d'exercices ou d'autres éléments pratiques pour prouver justement que le parcours a eu lieu. Donc ces éléments probants, vous devez les garder, vous devez les conserver en tant qu'organisme, les archiver et si on veut les demander ensuite, vous devrez les présenter. Mais le seul document aujourd'hui qui sera simplifié pour aller prouver que vous avez fait la formation et à envoyer à vos financeurs, ça sera le certificat de réalisation. Je vous ai pas mis le document parce que le modèle est sur le site du ministère. En plus, ils l'ont remodifié depuis. Donc derrière, je vous invite à aller le télécharger. Je vous ai mis le lien. Donc ça peut être un document. Alors justement, il a été utilisé pour les FNE formation, Didier, mais il est valide aujourd'hui pour toutes les formations. Donc il va être utilisé pour toutes les formations derrière. Donc après derrière, attention, normalement, hein, même en FNE formation, vous ne faites pas de feuille de présence parce que ça devait être des formations digitales, je présume. Mais donc dans ces cas-là, vous devez avoir un autre élément probant. C'est vrai que dans la période de Covid, vous le savez peut-être, mais je ne l'ai pas précisé, mais on a le droit à une petite tolérance, c'est de dire que derrière, en fait, ils seront beaucoup moins regardants sur les documents probants, puisque derrière, ils savent que justement, c'est les formations présentielles qu'on a transformées, donc ils accepteront des choses qu'ils n'acceptent pas normalement, comme par exemple, la preuve de réalisation étant le tracking d'une formation en mode digital ou des choses comme ça. Donc c'est ce qui a été noté, hein. Dans les questions-réponses, il a été noté que derrière, en termes d'éléments probants, ils seraient moins vigilants, ils n'iraient pas forcément regarder, ils savent bien qu'on n'a pas pu faire signer de feuilles de présence, encore qu'il est facile de faire signer des attestations de présence, hein. Nous, on en a fait signer, dans la majorité des cas de mes classes virtuelles, on a fait signer des attestations de présence, hein, justement en envoyant à la personne qui a signé et où c'était en mode digital, hein. Donc il est possible de faire signer une attestation de présence et sinon il est possible d'avoir le tracking. Là par exemple sur mon outil de classe virtuelle, vous serez tous inscrits comme ayant assisté, on saura combien de temps vous avez assisté. Ce document, pendant la période de Covid, va être accepté comme élément probant. Et c'est pareil, voilà, si vous avez utilisé Zoom, il y a des rapports automatiques avec toutes les infos sur la connexion, donc ils peuvent servir comme élément probant. Par contre, enregistrez-les bien pour, si un jour on venait vous les demander derrière. Je vois que Céline a posé une question pour les entreprises. Céline, je ne comprends pas forcément la question, c'est-à-dire que
Mais c'était peut-être remonter sur c'était peut-être sur un élément. Le certificat de réalisation, il n'est pas fait pour l'entreprise, hein. Il est fait pour l'organisme de formation qui va attester. C'est un mode d'attestation ça remplace l'attestation de formation. Entre guillemets, l'attestation de formation était pour le stagiaire surtout. Et donc là, c'est plus pour le financeur. Et de temps en temps, on envoyait les attestations de formation. Donc voilà, c'est un nouveau document qui est apparu à ce moment-là, mais je tiens à préciser qu'il était dans les tablettes du ministère depuis un moment. En fait, il était très, pour information, il venait plutôt d'une demande de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations veut que les modalités aillent très vite dans le remboursement. Pour pouvoir aller très vite, elle ne veut pas avoir des milliers de documents à traiter. Or, justement, avec les éléments probants, elle était obligée de traiter des feuilles de présence, des attestations de présence, des preuves d'évaluation, etc. Pour elle, c'était extrêmement compliqué. Donc, elle préfère avoir ce document unique qui est le certificat de réalisation. Comme ça, derrière, elle va pouvoir acquitter les paiements. Et après, éventuellement, si elle le veut, elle pourra faire des contrôles complémentaires. Mais au moins, ça fera tourner la machine de façon générale. Je vous rappelle que le but de la Caisse des dépôts, c'est que la machine tourne toute seule et qu'il y ait assez peu d'humains qui interviennent au quotidien. Donc ça, c'était dû à ça, hein. C'est pas créé, ça n'a pas été créé pour le FNE formation en fait dans l'absolu. Bon, je propose maintenant qu'on a vu les différentes évolutions, bah, qu'on aille voir un peu comment on peut reprendre et comment derrière justement on va pouvoir reprendre en rouvrant les organismes de formation. Alors, je m'appuie sur le guide qui était sorti pour les organismes de formation, mais également sur les questions-réponses qui est sorti derrière sur comment reprendre. Je précise par contre que j'ai pas du tout traité le question-réponse qui est pour les examens. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés par la réalisation d'examens. Mais c'est vrai que celui-là aurait ramené encore plus à la classe et je me suis dit que tout le monde n'était pas intéressé. Donc, si vous avez des questions, on pourra bien sûr en parler sur le sujet. Donc, première chose, avant de reprendre, bien entendu, il faut que je m'assure de certains éléments pour pouvoir reprendre dans des bonnes conditions. Comme vous le savez officiellement, hein, on a le droit de reprendre l'animation des formations depuis le 11 depuis le 11 mai. Après, dans la vraie vie, peu de centres ont rouvert. Ceux qui ont tout de suite réouvert derrière, ça a été les centres qui faisaient de la formation obligatoire. Parce que là, il y avait de vraies difficultés. On avait des gens qui ne pouvaient pas rentrer sur les postes de travail parce qu'ils n'avaient pas eu leur recyclage ou qu'ils n'avaient pas eu derrière leur formation qui allait bien. Et malgré le fait qu'il y avait eu des possibilités de report, derrière, en fait, on avait de vrais problèmes. Donc, c'est vrai que les principaux et ceux qui ont tout de suite repris derrière, ça a été pour le 11 mai, en fait, des centres qui avaient derrière ce genre de population. Après, derrière, en fait, d'autres formations, plutôt des formations obligatoires. Et puis, les autres centres qui ont assez vite pu reprendre éventuellement, c'est ceux qui faisaient des contrats d'alternance, parce que derrière, justement, il y a une échéance qui arrive, c'est la fin du contrat d'alternance, et que malheureusement, alors même s'il y a eu report, on a le droit de reporter les contrats d'alternance, mais le problème, c'est que le jeune, souvent, il va peut-être aller faire un autre contrat après, ça risque de bloquer son entrée dans le nouveau contrat. Donc, il fallait faire les aspects pratiques de la formation. Et donc, les centres qui faisaient de l'alternance ont repris. Mais il faut dire qu'ils avaient aussi des stagiaires déjà captifs. Donc, c'est pour ça que dans la plupart des cas, ils ont déjà repris. Je ne sais pas si parmi vous, les uns et les autres, il y a des centres qui ont déjà recommencé en présentiel, hein, je veux dire. Je sais que certains d'entre vous tournent en digital. Moi, je parlais en présentiel. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà repris? Ça va nous permettre de faire un petit tour d'horizon. Céline annonce qu'elle recommence le 9 juin. 11 et 12, d'accord pour Amandine. Didier dit que ça redémarre en juin, mais timidement. D'accord. Bon, juin, c'est demain, hein, c'est la semaine prochaine. Donc, finalement, on est sur une reprise derrière. Bon, on voit que beaucoup de choses, de toute façon, recommencent vers le 2 juin. Donc, Aurélie nous dit que elle, c'est plutôt fin juin. D'accord. Sylvie dit que vous avez repris. Donc, Sylvie est la première à dire qu'elle a repris quelques formations présentielles, mais que le reste est favorisé en digital. Septembre pour Catherine et pas pour Bruno non plus. D'accord. Bon, c'est toujours intéressant de voir un peu. On sait aussi que certains gros centres, hein, moi je suis formatrice chez Elegia, Elegia annonce une reprise que fin août. Donc derrière, certains centres ont décidé aussi de ne pas faire de présentiel sur la période et d'annuler leur formation. Donc voilà.
On a des, on a finalement des centres de formation qui ont eu des décisions différentes selon les centres derrière. Bon, beaucoup ont privilégié le digital hein, et refont plutôt une reprogrammation, d'ailleurs comme le dit Jean-Louis, une reprogrammation des présentiels plutôt en septembre. Bon, si vous voulez reprendre, on va aller voir ce que nous dit le guide pour pouvoir reprendre. Pour pouvoir reprendre, déjà, il faut s'assurer qu'on va pouvoir faire respecter les gestes barrières, qu'on pourra respecter toutes les règles que je vais vous dire qui sont sorties du guide, qu'on a bien identifié les risques et qu'on sait les prévenir. Donc là, il y a un petit lien avec votre document unique, votre DUR, hein, puisqu'il faut bien s'assurer que le Covid fait partie de votre DUR. Donc il y a une revisite du document unique derrière qu'il va falloir faire en lien avec le Covid. Ensuite, il faut s'assurer qu'on va bien informer, et communiquer auprès des différents interlocuteurs. Quand on parle des différents interlocuteurs, c'est vos salariés, bien entendu, vos formateurs, qui peuvent être salariés ou non, mais il faut aussi former les externes, et bien sûr vos stagiaires, hein, c'est bien sûr ceux qui sont les plus touchés par le sujet. Et ensuite, derrière, il faut s'assurer qu'on a bien formé les interlocuteurs à savoir réagir au cas d'urgence, notamment à un cas de Covid qui pourrait avoir lieu dans votre centre. Alors, juste un petit rappel quand même des risques. Hein. Pour vos salariés, vous êtes un employeur comme les autres, donc derrière, vous devez, au terme de la loi, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le Covid en fait partie, donc derrière, il faut que vous ayez expliqué derrière à vos salariés justement quels étaient les risques et vous assurer justement qu'ils ont bien qu'ils savent bien sûr quels sont les risques et qu'ils savent comment prévenir ces risques. C'est votre rôle. Bon, il est clairement quand même marqué hein, derrière sur les sites du ministère, derrière que il est clairement marqué que derrière l'employeur doit essayer de faire le maximum. Il peut pas malheureusement prévenir tous les risques, on le sait. D'ailleurs, on connaît même peut-être pas tous les risques au quotidien. Donc derrière, en fait, forcément, il devra essayer d'avoir fait le maximum de ce qu'il pouvait. Et s'il y arrivait quelque chose, et si on voulait on voulait derrière en venir à lui faire un procès en lien avec sa responsabilité, forcément derrière, il devrait prouver qu'est-ce qu'il avait fait et montrer des preuves de ce qu'il a réalisé. Donc, il est aussi quand même de la responsabilité des salariés de participer à ce sujet-là. Hein. Donc, en fait, tout salarié derrière et tout travailleur hein, derrière, selon ses possibilités, il doit prendre soin de sa propre santé, mais aussi de sa sécurité, mais aussi de celles qui sont autour de lui. Donc, en fait, derrière, il a aussi une responsabilité qui est engagée. Hein. C'est aussi important de s'en souvenir et de se souvenir que chacun, finalement, doit participer à la mise en place de ces nouvelles mesures. Concernant les stagiaires, bah, finalement, ils ont aussi en tant que tout humain des responsabilités et donc derrière, ils doivent respecter les règles sanitaires si vous les en avez informés. Donc c'est là-dedans que justement, il va y avoir des choses à mettre en œuvre pour les informer des règles que vous avez mises en place. Donc vous allez devoir justement aller mettre en place, notamment au niveau du règlement intérieur hein, des stagiaires. Il va falloir revisiter ce règlement intérieur pour intégrer le Covid et intégrer les mesures sanitaires et éventuellement les informer par d'autres moyens justement pour s'assurer qu'ils ont bien toutes les nouvelles consignes qui sont en lien avec les règles sanitaires. Il va en être pareil pour vos formateurs, hein. Il faudra aussi qu'eux aient été informés parce que si vous voulez qu'ils mettent en place des choses, il faut leur avoir communiqué et vous assurer que tout a été bien mis en place. C'est pareil, hein, quand la formation se déroule dans un autre lieu, forcément derrière, vous devez voir avec l'autre lieu s'il respecte les règles sanitaires. Dans ces cas-là, c'est vous qui avez fait la réservation dans l'autre lieu. Vous devez vous assurer que l'autre lieu derrière respecte bien le protocole des règles sanitaires. Et donc, il faut leur demander une preuve derrière. Donc, si c'est en hôtel ou si c'est dans un autre lieu où vous louez des salles de formation, assurez-vous bien hein, que le site sur lequel vous allez respecte bien les règles sanitaire a mis en place une organisation. En général, demandez-lui un protocole, le protocole qu'il a mis en place pour vous assurer que tout est en règle. Sinon, c'est votre responsabilité en vous, en tant que responsable de centre, qui sera engagée. Alors, oui, Didier, alors pour les modèles d'ajout dans le DUR, il n'y en a pas des spécifiques pour les centres de formation, mais oui, il y a des modèles. Je vous invite, pour que ça vous coûte le moins cher possible, à vous rapprocher de vos centres de médecine du travail. En général, eux font de l'accompagnement et en général, ils peuvent vous le faire derrière, ils peuvent vous l'intégrer et eux, ils ont créé tous les documents qui vont bien. Donc, c'est le bon moyen derrière pour mettre son DUR à jour et que ça coûte le moins cher possible.
Mais nous, on a été très demandé, on a eu pas mal de demandes derrière. On a une spécialiste de la prévention des risques chez Alitia et beaucoup de nos clients nous ont demandé justement la mise à jour du DER, parce que notamment dans le bâtiment, hein, ça a été une obligation pour pouvoir reprendre. Et donc, comme eux ont voulu reprendre très vite, derrière, ça a été très vite demandé. Bon, juste, ça c'était juste pour vous remettre ce qu'avait mis le ministère. Il est bien marqué hein, que si j'ai mis en place toutes les mesures de protection, notamment pour mes salariés, et que derrière j'ai informé tout le monde, mais vous voyez qu'il est marqué de façon régulière et actualisée sur la prévention des risques, et que j'ai expliqué comment gérer pour selon les postes les différentes situations, en général, j'ai mis tout le monde en sécurité. On ne pourra pas venir me dire que j'ai pas assumé ma responsabilité. Par contre, ça veut dire dans l'autre sens que si je l'ai pas fait et si j'ai pas fait ça, eh ben malheureusement derrière je risque derrière qu'on me dise que je n'étais pas censé ignorer la loi et que j'avais comme rôle et comme responsabilité de mettre en place toutes les mesures. Alors, je vous propose qu'on aille voir justement ce que dit le guide en deux étapes, parce que c'est là-dessus que c'est intéressant. Ils ont mis dans le guide, ils ont mis des étapes sur qu'est-ce que je dois faire pour une reprise, donc comment je dois adapter mes lieux au moment de la reprise et pour organiser une reprise correcte. Et ensuite, il y a une deuxième étape, comment je fais lors de l'animation des formations pour le quotidien. Pour la reprise, tout d'abord, première chose, forcément, il faut que je prépare mes locaux pour une reprise. Donc, bien sûr, il faut que je m'approvisionne en matériel. Il faut que j'ai tout le gel, le savon qui va bien dans les toilettes, etc. Pour derrière pouvoir faire en sorte que j'ai le matériel, les masques éventuellement, puisque derrière, il est fortement conseillé aux organismes derrière de prévoir des masques pour les gens qui arriveraient et qui n'en ont pas. Normalement, on conseille aussi de demander aux individus de venir avec un masque, mais derrière, en fait, il est quand même, notamment pour quand ils se déplacent, hein, on sera peut-être pas obligé. Le guide n'oblige pas que les stagiaires aient le masque systématiquement, ni dans les lieux d'ailleurs en quotidien, etc. Mais en fait, on peut quand même conseiller de les avoir, notamment lors des déplacements. Après qu'ils les aient en salle, j'allais dire que ça va parfois sur des formations longues peut-être compliqué à ce qu'ils respectent sur une journée entière. Maintenant, derrière, le fait qu'ils en aient et que vous en mettiez à disposition est important. Donc, il faut prévoir d'en avoir et d'en avoir en stock assez suffisant pour pouvoir en donner à des éventuels stagiaires. Autre élément, c'est d'organiser et d'aménager les locaux. On va aller voir ce qu'on va devoir aller faire en termes d'aménagement, mais il y a bien sûr des choses à mettre en place. De penser à mettre en place des affichages, forcément derrière, notamment vous voyez comme sur le dessin, de garder ces distances de sécurité ou des flèches pour donner des sens de circulation, etc. Donc tout ça, il faut déjà commander, s'assurer qu'on a bien le matériel et puis après l'installer en fait dans les locaux pour s'assurer qu'on a bien fait les bons marquages au sol, qu'on a adapté les sens de circulation, etc. Alors après, il n'est pas toujours possible de pouvoir le faire. Le sens de circulation, c'est bien gentil, mais c'est un couloir trop rapetissé. Vous ne pourrez pas faire de sens de circulation. Mais donc là, à la limite, il faut peut-être demander aux gens de passer les uns après les autres. Il faut adapter en fait, et c'est là-dessus qu'il est clairement marqué dans le guide à chaque fois, que le centre de formation devra adapter en fonction de justement sa localisation, ses modalités, etc. Et d'essayer de sécuriser au maximum les choses pour que tout soit bien. Il est très clairement marqué par contre dans le guide qu'il faut prévoir absolument quelqu'un qui soit présent au sein de l'entreprise, pour préparer la reprise en présentiel et cette personne devra être là au moment de la reprise. C'est-à-dire que c'est la même personne qui prépare les locaux et qui sera là au moment de la reprise, justement pour s'assurer que tout ce qu'on a mis en place soit bien suivi et que tout soit bien organisé. Et on préconise très fortement qu'il y ait un planning détaillé de toutes les tâches à réaliser pour s'assurer justement qu'on n'a rien oublié et que les bonnes choses ont été faites. Autre grand élément, forcément, on fait faire un nettoyage des locaux en bonne et due forme. Alors en général, avant le retour de tout le monde, y compris des salariés, et donc derrière, ça, même si ils n'ont pas forcément été utilisés, mais la loi dit, c'est pas la loi, excusez-moi, le guide dit, donc c'est pas une loi, que si les locaux ont été utilisés pendant la période, il faut le faire, et puis il faut penser à le faire de façon récurrente après. Donc dans ces cas-là, pareil, si vous avez un prestataire, assurez-vous et demandez-lui son protocole derrière aussi, pour vous assurer
s'assurer qu'il respecte bien les règles sanitaires. Donc autant lui demander un écrit, hein, ça sera plus sûr derrière en termes de sécurité. Et puis derrière, ensuite, si vous avez certains salariés qui doivent faire du nettoyage, on peut imaginer que on demande aux salariés de nettoyer les bureaux, de nettoyer certains espaces où ils vont aller toucher, etc. Dans ces cas-là, fournissez-leur bien sûr le matériel, hein, les lingettes désinfectantes et les choses qui vont bien. Et deux, derrière, en fait, vous avez intérêt à leur expliquer, alors avoir fait une formation, ça peut être une formation faite par quelqu'un d'interne chez vous, mais pour leur réexpliquer comment le faire correctement et de bien notifier la chose, comme ça au moins derrière, vous êtes en sécurité en termes de prévention. Sachez que les entreprises de ménage doivent respecter le protocole qui a été mis en place par le secteur nettoyage. Donc, il y a tout un protocole qui a été mis en place. Donc, si vous êtes une société de ménage, normalement, vous n'avez aucun risque. Ça va être fait dans les règles, mais n'oubliez pas de l'organiser et d'organiser peut-être des heures de ménage un peu plus importantes que ce que vous faisiez avant pour vous assurer que derrière, justement, il y a bien la désinfection qui est faite au fur et à mesure. Ensuite, derrière, il va falloir expliquer à tout le monde, et c'est une autre des éléments de reprise à prévoir, hein, c'est justement d'aller prévenir les clients, les stagiaires, les financeurs et des éventuels prescripteurs derrière de qu'est-ce qui a été mis en place. Donc, en fait, les règles sanitaires que vous avez mises, il va falloir les expliquer. Alors là, il n'y a pas de moyens obligatoires, hein, vous pouvez choisir comment vous allez communiquer avec les différentes personnes, mais vous pouvez leur faire un écrit réexpliquant ce qui a été mis en place dans le centre, quelles seront les mesures et quelles seront les nouvelles modalités d'organisation des formations, notamment ce qui a été modifié dans le règlement intérieur. Et donc, c'est pouvoir justement après communiquer avec les uns et les autres ce qui vont être les changements. Dans les modalités, on le verra, mais il y a plein de modalités qui changent. Par exemple, c'est vrai que moi qui suis très tournée vers la gamification et le jeu, c'est vrai que beaucoup de mes jeux, je ne vais pas pouvoir les réutiliser avant un moment parce que quand c'est des jeux de partage de cartes que les stagiaires se redonnent entre eux, vous voyez bien que ça va être extrêmement compliqué qu'ils travaillent dessus. De la même façon, on avait mis toute une gamme d'escape games en place pour les services RH et pour les intégrations, etc. Vous voyez bien que tout ça, malheureusement, ça n'a pas lui être faisable de le faire de la même façon parce que derrière, il faut qu'on visite plein de choses. Et c'est beaucoup basé sur la cohésion d'équipe et le travail en commun. Tout ça, malheureusement, il faut revisiter les choses parce qu'on ne peut pas imaginer que les stagiaires vont se passer des objets les uns aux autres. Donc, il faut que les formateurs revisitent les choses pour savoir comment ils vont pouvoir les faire. Donc ça, il faut déjà y penser, se dire qu'est-ce que je vais mettre en place en termes de règles sanitaires et dans mon espace, et puis derrière, ensuite, aller les expliquer à vos différentes personnes pour vous assurer que justement tout est bien organisé. De la même façon, il va falloir aller former, et ça je vous conseille de voir les preuves que ça a été réalisé, donc de former le personnel qui revient. Hein, donc là, vous avez peut-être entendu, dans certaines organisations, on a mis en place en fait des règles spéciales avec des référents Covid. Le bon moyen de nommer quelqu'un qui est référent Covid dans le centre et qui va suivre une formation sur les gestes barrières et leur mise en application, puisque connaître les gestes barrières, ça à force qu'on voit le petit film du ministère, on commence à le connaître par cœur, enfin du gouvernement, on commence à le connaître par cœur, mais derrière, c'est pas forcément de suivre les gestes barrières, c'est de les faire appliquer et de s'assurer que dans un espace, tout le monde les applique, y compris aussi d'ailleurs de savoir dire à quelqu'un qui ne les respecte pas comment on doit le faire, et puis qu'est-ce qu'on fait si une personne ne les respecte pas. Est-ce que derrière on va à l'avertissement? Est-ce que derrière on prend des mesures restrictives? Enfin voilà. Il faut aussi savoir qu'est-ce qui se passera si derrière une personne ne respecte pas. Est-ce que derrière ça vaudra exclusion de la personne d'une formation, par exemple? C'est une question à se poser. Il est clairement dit dans le guide que lors de la réouverture, la personne qui a organisé doit être bien sûr présente lors de la réouverture. Et il est aussi préconisé que le personnel d'accueil qui assure l'accueil derrière aux formations relaye les informations et soit finalement personne vigilante pour l'application des gestes barrières au quotidien. Alors, Bruno demande qu'est-ce qui se passe si quelles sont les règles quand la formation se tient dans les locaux du client. Ben, c'est là-dessus que vous devez avoir informé le client justement de quelles sont les règles que vous voulez faire appliquer et vous assurer qu'il les fasse respecter en fait. Donc, notamment derrière, si derrière il faut un espace pour respecter les distances de sécurité, il faut que dans la salle, il y ait l'espace suffisant. Donc, il faut que vous vous assuriez notamment que la salle, elle correspond. On va plus pouvoir mettre autant de monde dans les salles de formation qu'on le mettait avant. Hein. Il faut vraiment la sécurité autour, derrière la sécurisation. Alors, le guide là-dessus est plutôt sympathique. On le verra tout à l'heure. Il ne préconise pas les 4 mètres carrés
systématiquement par sa stagiaire. Il n'empêche qu'en fait, que normalement, il faut quand même une distance de 2 mètres de sécurisation entre les personnes. Donc, ça fait quand même de l'espace derrière. Il faut normalement qu'il y ait 1 mètre autour de l'individu et 2 mètres en général d'espacement entre les stagiaires. C'est ce qui est préconisé. Donc notamment ça, il faut s'assurer que derrière, dans l'entreprise, dans vos salles, si c'est chez vous, ou dans les salles que vous louez ou quand vous allez chez le client, cet espacement soit respecté, y compris d'ailleurs avec le formateur. Hein. C'est là-dessus qu'il faut aussi voir où sera le formateur et comment il sera mis. Et pareil, dans des distanciations, les moments les plus dangereux chez nous en formation, c'est pas forcément quand on est en salle de formation, c'est les moments des moments d'accueil, quand tout le monde s'agglomère, vous le savez comme moi, ou éventuellement les moments de pause. Et là, à ce moment-là, malheureusement, chacun essaye de se rassembler et oublie les distances. Donc, c'est là aussi qu'il faut essayer de penser à ces moments-là pour penser à des marquages au sol ou des choses qui derrière vont sécuriser justement cette partie-là. Alors, j'ai plusieurs questions. J'ai Didier qui me dit, est-ce que ça peut être mis dans la convention de formation signée? Exactement, ça peut être mis dans la convention. Je vous conseille d'ailleurs de le mettre à plusieurs endroits. Ça peut être mis dans la convention, ça c'est pour que votre client soit au courant, mais ça peut être, ou alors ça peut être un protocole que vous annexez à la convention, hein, comme ça derrière vous mettez juste une petite phrase dans votre convention, et derrière ça doit être dans le règlement intérieur des stagiaires, ça on le verra tout à l'heure, mais c'est obligatoire que vous ayez revisité votre règlement intérieur des stagiaires en lien justement avec ce sujet, et que plus que jamais vous mettiez dans votre, que vous l'ayez envoyé aux stagiaires en amont de la formation, donc avec votre convocation, etc. Ou alors que vous leur mettiez un message très explicite disant que si vous avez le règlement intérieur sur votre site, ce qui est le cas de beaucoup de centres de formation, mettez bien un message qu'il faut qu'ils aillent lire les mesures spécifiques Covid dans le règlement intérieur sur le site ou annexer directement ce qui a changé derrière dans votre convocation. Donc c'est là-dessus qu'il va vraiment falloir faire attention qu'on ait les bons documents et qu'on ait informé les stagiaires et le personnel, mais aussi les formateurs. N'oubliez pas vos formateurs, hein, ils font partie aussi de ceux qui vont devoir faire respecter les gestes barrières. Si en formation on voit 2 stagiaires qui se rapprochent, derrière il va falloir faire attention. Lors des exercices, derrière il faut faire veiller à ce que les gestes barrières soient respectés. Donc, et les distances les distanciations aussi. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir justement faire en sorte aussi que le formateur soit fait. Alors, c'est là-dessus que soit de vous organiser une conférence, enfin, une classe virtuelle avec vos formateurs pour leur expliquer les gestes de barrière. Moi, c'est ce que je préconise. Hein. C'est pour que, et vous leur imposez, s'ils doivent animer des formations, qu'ils y assistent. Soit derrière, vous leur faites un e-learning, soit derrière, mais il va falloir faire quelque chose où vous êtes sûr que derrière, vos formateurs ont eu l'information et que derrière, ils vont les faire respecter et qu'ils réfléchissent sur leur formation aussi à quels sont les risques liés à telle formation. C'est aussi l'un des points importants. Hein. Vous savez comme moi que chacun de mes formateurs sait très bien ce qu'il va faire en formation beaucoup mieux que vous. Donc, si justement ils donnent derrière les choses. Alors, les distances distanciation ne sont pas toujours identiques. En fait, parce que malheureusement, le guide n'est pas très clair là-dessus. Et puis, en plus, entre les questions-réponses, il y a des changements. Donc, mais la règle majeure, c'est que de toute façon, il faut toujours qu'il y ait au moins 1 mètre autour de l'individu. Donc, il ne doit jamais avoir de possibilité de toucher, en fait, un autre individu. Alors, le 1 mètre, donc, c'est tour pour tour. Mais en général, on préconise que entre 2 personnes, quand on les assied, par exemple, il n'y ait pas 1 mètre, mais il y en ait 2. Justement, pour qu'ils aient chacun 1 mètre et 1 mètre. Alors, Sylvie dit qu'avant d'envoyer le formateur sur le site client, vous leur demandez leur plan de prévention des risques des clients. C'est important, oui, bien sûr. Et il est important derrière et de lui donner et que le lui communiquer et que lui, il en soit, bien sûr, il ait l'information. Donc, c'est un des points importants aussi de la chose. Mais dites-vous bien surtout que le formateur, c'est lui qui va vérifier, c'est lui qui va devoir aérer hein, toutes les pauses. Il est obligatoire d'aérer justement les salles de formation. C'est lui qui va devoir faire aérer les salles de formation. Donc, c'est l'un des maillons centraux de la prévention des risques. Hein. C'est lui qui, avec les stagiaires, la majorité du temps, c'est lui qui va voir s'il y en a 2 qui malheureusement discutent trop près, qui se passent des objets. Là-dessus, il est clairement dit, mais on va le voir après, hein, mais on évite de distribuer quoi que ce soit. En fait, finalement, les seules choses, on va remplacer les stylos, les blocs qu'on offrait, les tailles crayons, tout ce que vous voulez offrir derrière à vos stagiaires. Vous enlevez toutes ces choses-là et vous les remplacez maintenant par des masques éventuellement que vous pouvez fournir et par du gel hydro. Donc les objets, en fait, donc on va mettre à la disposition des stagiaires vont changer, on va dire. On a quelques petites modifications de ce côté-là.
Donc voilà, de l'importance de former, donc ça c'est en amont avant la reprise, d'avoir formé et le personnel et mes formateurs sur qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qui va changer et à quoi vous devez être vigilant et comment vous devez être vigilant. Donc ça c'est déjà deux populations à avoir formées avant la reprise pour que tout le monde soit au courant. Ensuite, derrière, les documents à mettre à jour, on a déjà commencé à le dire, mais je vais le redire. On doit mettre à jour son document unique, justement, d'évaluation des risques. Donc ça, vous prenez soit un prestataire pour le faire, soit vous voyez avec vos centres de médecine du travail pour le remettre à jour. Vous devez derrière créer une annexe à votre règlement intérieur pour justement informer les stagiaires et bien mettre en avant qu'il y a des choses qui ont changé. Donc, je réinsiste, hein, à mon sens, il me paraît important de mettre dans la convocation un petit message disant que derrière, il faut bien qu'ils aillent lire les règles sanitaires ou de les réannexer en plus à côté dans votre convocation. Comme ça, vous êtes sûr que derrière, il n'y a pas de problème. Si vous ne faites pas vous-même les convocations, ce qui arrive souvent avec les organismes de formation, faites bien en sorte et mettez bien une petite phrase à votre client qui lui les envoie, si vous les envoyez au responsable formation, mettez bien une petite phrase que vous lui demandez explicitement derrière de communiquer les règles sanitaires qui seront mises en place dans le centre, pour histoire de montrer que c'est lui qui a la responsabilité d'aller communiquer sur ce sujet-là. Il est aussi précisé dans le guide qu'il est important d'aller mettre en place, quand on fait un présentiel, un registre de signature ou une liste des stagiaires et des intervenants avec leurs coordonnées. Ça, c'est au cas où il y aurait un cas d'infection derrière. Donc, en fait, vous pouvez le rajouter éventuellement sur la feuille de présence, hein. C'est juste d'aller leur demander les coordonnées ou de le séparer derrière ou de le sortir vous-même, hein, si vous les avez en direct. Derrière, ça, c'est pour justement derrière pouvoir avoir les informations. Alors, c'est là-dessus qu'on est un peu limite en termes de RGPD, mais c'est les coordonnées professionnelles, hein, je tiens à préciser. Donc, dans ces cas-là, c'est pour qu'on puisse les informer si par hasard, malheureusement, il y avait un cas d'infection. Voilà sur ce qu'on doit préparer pour la reprise. Maintenant, je vous propose qu'on parle de ce qu'on doit faire quand on est en centre et pour animer nos formations. Donc déjà, première chose, on essaye de réfléchir à comment on peut décliner les gestes barrières pour chacun. Donc déjà aussi, forcément, ça va nécessiter des choses à rebouger en termes de planification, notamment par exemple, il va falloir réfléchir à comment sont utilisés les espaces de pause. Le fait de laisser le formateur décider quand il fait la pause, c'est plus une très bonne idée. Là maintenant, il faut que les formateurs, finalement, ils fassent des pauses à des moments différents pour justement s'assurer que tout le monde n'assoit pas dans l'espace de pause en même temps. Donc ça, c'est un des points importants, hein. Je vous invite à y réfléchir et à bien veiller à ce que ces horaires soient respectés. Pareil, il est fortement conseillé éventuellement dans le guide qu'on réfléchisse à des horaires aménagés pour l'arrivée, pour l'accueil. Peut-être que là, on avait l'habitude que tout le monde arrive à la même heure. Peut-être que là, certains commenceront à 9h15, d'autres à 9h30, pour s'assurer aussi que tout le monde n'arrive pas en même temps et qu'on ne crée pas des moments de rassemblement. C'est là l'un des points aussi importants. Il ne faut pas qu'il y ait des moments de rassemblement derrière. Il faut pas veiller à ce que tout le monde utilise les espaces de travail pas en même temps. Donc c'est pareil, on préconise d'éviter les maximum les réunions et de privilégier le digital en termes de réunions, y compris pour les salariés, hein. Et puis ensuite de veiller et de tenir compte par contre de tout en termes de spécificité de formation, hein. Forcément, malheureusement, sur des formations sécurité, ne pas aller se rapprocher du stagiaire est parfois plus compliqué. Dans ces cas-là, par contre, il y aura obligation de porter un masque pour les formateurs et pour les formés. Dès qu'en fait on est dans un risque où on ne respecte pas les distanciations sociales, il faut que le masque est obligatoire. Donc ça, c'est vous qui savez hein, quelles sont les formations animées et c'est aussi clair que de temps en temps, hein, il va falloir expliquer aux stagiaires que le programme a été modifié en lien justement avec le respect des gestes barrières parce que certains exercices ou certaines choses qui devaient être faites, malheureusement, ne peuvent pas faire. Il y a des programmes qui prennent par exemple des immersions dans d'autres sociétés ou des visites d'entreprise. C'est vrai que tout ça, on va pas pouvoir les enlever des programmes, hein, malheureusement, c'est plus faisable. Mais c'est même des choses tout bêtes, auxquelles on pense pas forcément, mais par exemple, la mise à disposition de bonbons dans un pot commun, on arrête et on oublie tout ce genre de choses, hein, puisque derrière, il n'y a rien de pire que des gens qui vont mettre leurs doigts tous derrière dans le même endroit, hein. Donc, tout ce genre de choses, il faut que vous pensiez à les enlever hein, de vos locaux si vous en avez. Alors, on a vite tendance à l'oublier, hein. Moi, je suis allée en conseil municipal cette semaine et on avait bien respecté les distances et puis on avait envisagé de mettre des cerises à disposition dans un grand pot quand on s'est rendu compte que c'était risqué. Donc,
Faites attention, c'est vrai que c'est d'où l'importance d'avoir des personnes vigilantes, un référent Covid et des gens à l'accueil qui soient bien formés pour que justement si le formateur ou si quelqu'un, un salarié oublie certaines règles, eh ben derrière, c'est vrai qu'on va pouvoir faire. C'est pareil, moi je connais un organisme de formation où il y a un baby-foot. Le baby-foot n'est pas le meilleur jeu pour éviter les règles, hein, parce que chacun va toucher, ou alors il faut que chacun nettoie à chaque fois quand il l'a utilisé. Donc voilà, tout ce genre de choses. On essaye de repenser à ne pas se partager les choses, à ne pas toucher 25, pas faire toucher les mêmes choses par 25 personnes. Alors, le meilleur moyen, c'est justement de faire le DUR, hein, parce que derrière, alors, Catherine, oui, la fontaine à eau est une vaste question aussi, parce que forcément, c'est des gens qui vont, ben non, normalement, tout ce qui est machine, même à café et tout, sont en général à proscrire, y compris les fontaines à eau, et donc plutôt les bouteilles individuelles, mais normalement, il est même préconisé dans le guide de conseiller aux stagiaires de venir avec leurs boissons et de venir avec les différentes choses. Donc, en fait, je sais, c'est moins convivial et c'est peut-être plus nous qui allons le faire, mais c'est conseillé dans le guide, hein, que ce soit le stagiaire qui vienne avec ses boissons, avec ses petits gâteaux, avec ses choses, qui viennent avec ces objets et pas qu'ils utilisent des objets fournis par l'organisme. Donc c'est pareil, hein, les grandes machines à café où tout le monde se regroupe et tout, vous le savez, dans la plupart des entreprises aujourd'hui, elles ont été interdites, hein. Chacun doit venir avec son café, etc. Donc voilà. On est dans des règles on est dans un monde un peu bizarre avec des nouvelles règles, mais malheureusement, voilà. On n'oublie pas de faire figurer ces informations dans le DUR et dans le règlement intérieur. J'insiste, mais il paraît qu'en pédagogie, vous le savez, il faut répéter les choses 3 fois, donc voilà. Donc là, voilà, la distanciation sociale, j'en ai déjà parlé. 1 mètre, absolument, c'est le minimum. Et donc, il est bien dit en temps 2 mètres quand on assied les stagiaires. On sécurise surtout l'accueil, hein, on fait respecter là. Alors là, je vous conseille, et le guide le dit, hein, de mettre du plexiglas, de mettre un marquage au sol pour que s'assurer que les gens ne vont pas s'approcher de la personne qui fait l'accueil, mais aussi de s'assurer que les gens font un peu comme on a l'habitude d'avoir aux caisses, hein, et ben derrière, s'assurer qu'ils vont bien respecter les distances de sécurité. Donc des moyens justement de faire en sorte que l'accueil soit sain et ne mette pas les gens en danger. Et j'insiste, on forme le personnel d'accueil pour qu'il soit facilitateur et par exemple, qu'il puisse dire à quelqu'un qui est trop proche, hein, qu'il doit respecter les distances. On réalise les marquages au sol ou les sens de circulation. Si vous avez un grand couloir, il est fortement conseillé, hein, normalement, qu'il y ait un sens pour aller et un sens pour revenir. Donc là, il faut mettre en général quelque chose pour séparer l'espace et de préférence, en fait, un marquage au sol pour montrer qu'il y a le sens aller et le sens retour. Alors ça, c'est toujours, il est même préconisé dans le guide que si vous avez dans les salles 2 portes, vous avez une porte d'entrée, une porte de sortie. Après, derrière, c'est pas toujours réalisable. Vous verrez si vous pouvez le faire réaliser ou pas. Des salles où il y a 2 portes, à part dans les écoles, j'en ai pas vu constamment dans les centres de formation. Donc, mais si c'est faisable, voilà comment il faut le faire. Donc ça dépend vraiment des lieux que vous avez. De la même façon, hein, il est conseillé de garder en fait les portes ouvertes dans les salles de formation. Ça c'est pareil, ça dépend si les salles de formation sont rapprochées les unes des autres. Sinon, les formateurs risquent malheureusement d'un peu se court-circuiter en termes de son. Dans le cas présent, c'est vrai que l'intérêt de laisser les portes ouvertes, ça aère. 2, majoritairement aussi, ça évite que les gens touchent la poignée. Or, le fait que les gens touchent la poignée, derrière, est aussi un endroit de risque. Donc, c'est vrai que le principe de base, c'est que si on laisse ouvert, on a moins de risque de contamination par ce moyen-là. Si on ne laisse pas ouvert, il faut penser à un moment à nettoyer aussi derrière la poignée de façon récurrente et pas seulement par la société de ménage. Donc, peut-être demander aux formateurs ou éventuellement aux personnes de l'accueil à un moment plus calme d'aller le faire. Voilà. Il faut aller penser à tous ces petits endroits qui peuvent être contaminés et c'est ce que vous faites souvent en faisant votre DUR. J'aménage bien entendu mes espaces collectifs et fumeurs, hein, attention, parce que l'espace fumeur aussi est un endroit où les gens ont tendance à se regrouper, à se coller entre eux. Donc je repense à comment je peux faire. Alors des autocollants au sol, par exemple, peuvent être les bonnes façons, hein, pour que les gens voient qu'il y a une distance, un peu comme ça a été fait dans les gares ou dans les métros. Donc ça peut être le bon moyen derrière de montrer quelle est la distance entre 2 personnes, hein. Et si j'ai un ascenseur, je pense aussi à l'ascenseur, hein. Forcément, derrière, il faut qu'il y ait le nombre de personnes. On est dans le respect des 4 mètres normalement. Alors, c'est là-dessus que dans un petit ascenseur, en général, la personne va monter toute seule. Alors, ça peut faire un temps d'attente. Il faut en tenir compte aussi pour l'accueil, hein, que vous allez faire en formation et pour les pauses. Donc, d'où le fait aussi peut-être de réfléchir au fait que est-ce que je fais descendre tout le monde dans la session d'accueil pour les pauses ou est-ce que j'ai pas une deuxième salle à côté où ils peuvent aller faire la pause. Voilà. Essayez d'être ouvert sur ce genre de questions et de voir comment on peut trouver les solutions.
De toute façon, c'est ce qui est conseillé. On évite les déplacements dans le site de l'entreprise, y compris pour vos salariés. C'est bien ce qu'il faut leur faire dire. Et on évite au maximum les réunions. On privilégie les réunions en ligne et on essaye d'éviter les surpopulations au moment des pauses. Dans les salles de formation, c'est pareil, on en a déjà parlé sur les marquages au sol, l'histoire de la sortie. Il faut vraiment toujours essayer de respecter les choses. Il est bien marqué, hein, les masques sont conseillés mais non obligatoires pendant la formation. Par contre, derrière, si les formateurs derrière ne peuvent pas respecter la distance d'un mètre, là, le masque est obligatoire et on conseille même en plus la visière. En rajouter. Elle n'est pas en remplacement du masque, hein, elle est rajoutée en fait au masque. Donc pas forcément le masque obligatoire, pas non plus obligatoire que le formateur ait un masque. D'ailleurs, entre guillemets, je suis pas sûre que je le privilégierais. Moi, j'ai une voix qui porte, donc en général, ça me poserait pas forcément un problème majeur, mais j'ai certains de mes collègues formateurs qui n'ont pas toujours une voix qui porte énormément. Donc si vous rajoutez le masque, on les entend beaucoup moins bien. Donc derrière, je suis pas sûre qu'il faille forcer le formateur à avoir le masque ou alors à mettre ce masque à un moment où justement il va vers les regroupements. S'il est obligé de faire dans ces sessions des regroupements, il est peut-être important qu'à ce moment-là, il mette le masque parce qu'il va se rapprocher des stagiaires. Si après, il est au centre de la salle et que normalement, il y a 2 ou 3 mètres entre chacun avant les stagiaires, normalement, il n'y a pas de risque majeur et donc, en fait, il n'est pas obligé de maintenir le masque. Maintenant, vous pouvez pas, il y a certains individus qui ont un stress très important. S'ils veulent mettre le masque et si vos formateurs veulent mettre le masque, vous ne pouvez pas les empêcher de le mettre. Je le déconseille de les empêcher, de refuser qu'ils ne mettent pas le masque. Amandine dit, pour la formation de juin, c'est organisé par un autre OF qui demande que le formateur porte seulement la visière et pas de masque pour faciliter la prise de parole. Oui, ça peut être une solution. Entre guillemets, je trouve pareil. L'intérêt. Aujourd'hui, il est quand même clairement dit que la visière est un moyen, mais il n'est pas totalement sécurisé et que le masque est plus sécurisé. Alors, ça peut rassurer. Oui, le formateur pourrait porter une visière uniquement. De toute façon, comme dit, hein, vous voyez bien qu'il n'est pas marqué qu'il est obligatoire, donc il peut. Si ça peut rassurer les stagiaires et le formateur. Après, soyons clairs, hein, ça dépend de quoi, sur quoi ils forment. Hein. Par contre, pour les formations obligatoires, il est obligé de porter un masque. Hein, donc, il ne peut pas remplacer le masque là où il n'y a pas un mètre de sécurité. C'est masque obligatoire et visière en plus éventuellement. Sur le respect des règles d'hygiène dans les locaux et dans les salles, ben là, vous pouvez bien veiller à ce que tout le monde respecte, notamment qu'il y ait des informations hein, pour bien se laver les mains, pour supprimer et vous supprimez tous les essuie-mains, les serviettes en tissu, etc., qui peuvent être dangereuses, et on s'assure de mettre en place tout le matériel nécessaire, du gel, des mouchoirs jetables, etc., éventuellement, pour que les stagiaires les aient, et de faire nettoyer au minimum une fois par jour dans les salles les objets et les surfaces qui sont touchés, donc les poignées de porte bien sûr dans les sanitaires, les claviers d'ordinateur, hein, s'il y a des ordinateurs normalement, il est même marqué que le clavier, hein, s'il est réutilisé, entre chaque utilisation, il doit être désinfecté et mis dans un plastique pour prouver qu'il a été bien désinfecté. Donc ça, c'est un des points importants. C'est pareil pour des tablettes ou des choses comme ça. On veille bien à les désinfections et à l'aération des lieux de travail et des salles de formation. Donc là, il est dit dans le guide qu'il faut aérer les espaces au minima une fois par jour et 10 minutes par pièce. Donc ça, il faut demander à vos formateurs de le réaliser et puis le faire faire éventuellement à des heures de pause et aux heures de repas. Il est préconisé que les postes restent ouverts, je l'ai déjà dit, voilà, donc ça, mais c'est pas obligatoire et de procéder à un nettoyage régulier avec des désinfectants des différents éléments, y compris des tables, des comptoirs et autres éléments. Donc ça, faut voir qui le fait dans votre entité et par qui c'est fait et à quelle récurrence. Pour le matériel pédagogique, c'est pareil. Hein, donc ça, c'est soit si on utilise du matériel individuel et donc en fait là, forcément, avant la formation, on a bien nettoyé les choses avant de le donner à la personne. Donc que ça soit le clavier ou d'autres matériels pédagogiques qu'on va faire. Et pareil, derrière, on le met, on s'assure qu'il soit nettoyé avec du matériel qui est bien sûr adapté. Et pour le matériel collectif, s'il y a manipulation successive, il va falloir à chaque fois le nettoyer et chacun doit se laver les mains systématiquement entre les choses. D'ailleurs, il est possible de faire des gants à usage unique, hein, mais ça n'empêche pas de se laver les mains. Il est obligé de se laver les mains.
Et puis les précautions à prendre et à faire prendre pendant les formations, bah, c'est d'éviter les contacts lors des animations, hein, de faire respecter les distances, d'essayer, le guide dit qu'il faut dématérialiser au maximum les documents, donc plutôt donner les documents en mode digital que de les donner en mode papier, donc éviter vous allez avoir des coûts de reproduction de support qui vont diminuer. Derrière, éviter le partage de matériel, hein, donc ça va de la gomme au stylo, etc. Et d'inciter les stagiaires à venir avec leur propre matériel en termes de stylo, de blocs et de boissons. Et puis, s'il y a nécessité pour des travaux pratiques, d'utiliser du matériel, des blouses, etc. Le matériel adéquat. Le but aussi, c'est de rappeler au quotidien les consignes formées, donc soit par un affichage visible dans les bâtiments, bien entendu, par le règlement intérieur et par le fait que vous ayez des salariés et des formateurs vigilants. Je pense l'avoir assez dit, donc je ne réinsiste pas sur le sujet. Je vous ai remis les obligations de communication auprès des autres acteurs. Donc, bien sûr, auprès des salariés, forcément, il y a une information en CSE si vous avez un CSE. Puis après, derrière, de vous assurer que vous avez bien communiqué les consignes. Et auprès des formateurs, c'est de les informer, mais de recommuniquer aussi de façon récurrente, hein, pour les uns et les autres, de ne pas oublier que c'est pas parce que je l'ai fait une fois que tout le monde a appris les choses. Au contraire, y compris pour les formateurs externes. Bon, il y a dans le guide une partie sur les déplacements des stagiaires et des formateurs. Il faut aussi bien sûr s'assurer, hein, qu'on a les bons hébergements et que derrière des possibilités de restauration, c'est de temps en temps un des blocages qui peut arriver, hein, pour reprendre aussi les formations. Et s'assurer aussi, hein, que s'ils ont 100 km à faire, alors on verra peut-être ce soir, peut-être on parle de 300 km, donc ça va peut-être changer les choses. Mais derrière, s'ils ont plus de 100 km, il faut bien leur donner leur justificatif de déplacement et de préférence qu'ils aient un ordre de mission pour pouvoir se déplacer. Le guide dit également ce qu'on fait si un cas survient. Bien sûr, on met les personnes en sécurité, on renvoie la personne, alors soit directement à l'hôpital, soit on appelle le 15, il va chez son médecin traitant, selon les risques et derrière les cas qui peuvent arriver. On informe bien sûr les autres formés et les salariés et en général, on met tout le monde en sécurité et surtout, bien sûr, on fait nettoyer et on désinfecte. Voilà ce que vous dit le guide. Je vous ai à peu près repris tous les éléments derrière qui figurent dans ce guide et dans le question-réponse qui a été donné en termes de recommandations par le ministère. Je ne sais pas si vous reste des questions. Certains ont dû partir, je présume, dû au fait que je l'ai dépassé un peu l'heure. J'ai pas vu de questions apparaître dessus. Mais, donc, en résumé et en synthèse, en fait, rien c'est rien que du logique au final, mais ça nécessite de repenser derrière. Je demanderai le lien avec le guide, vous le trouvez sur le ministère, hein, mais derrière, aucun souci, derrière je vais demander à Myriam de vous le remettre, comme ça vous l'aurez par ce biais-là en même temps qu'on vous enverra le support. Je vous mettrai bien sûr et le guide et les explications. Oui, bien sûr, Catherine. Vous aurez les slides, ils vont vous être envoyés par Myriam qui va vous les envoyer. Donc, vous aurez tout. Bon, après, j'ai juste prévu de vous parler un peu de perspectives de reprise pour le secteur de la formation. Alors, est-ce qu'on est sorti du bout du tunnel? Je ne suis pas sûre, hein, pour plusieurs raisons, à mon sens. Hein. Première chose, je suis pas sûre que les salariés iront tout de suite en formation parce qu'en fait, malheureusement, là, ils sont en reprise et il faut déjà qu'ils récupèrent leur retard. Donc, est-ce que les entreprises vont vraiment vouloir les renvoyer tout de suite en formation? Ça va être déjà la première question. En parallèle, les entreprises doivent faire leur plan. Hein, il a été mis à mal dans la chose. Donc, je pense que derrière, à mon sens, dans la perspective de reprise, on peut imaginer qu'elle va être un peu étalée. Par contre, on peut imaginer qu'on va avoir un moment assez chargé de septembre à décembre. Le problème, c'est que les formateurs pourront pas se rendre plus disponibles. Un formateur qui veut faire un présentiel, il a que 5 jours par semaine pour le faire. Donc, faut faire attention là-dessus sur vos planifications. Peut-être aussi réfléchir, à mon sens, à de temps en temps des planifications. Peut-être proposer aux organismes des parcours un peu différents, réaménager les choses. Je suis pas sûre, par exemple, que des formations de 3 à 5 jours seront très appréciées à la rentrée parce que ça sera trop long en termes de disponibilité. Peut-être qu'il peut être mieux de leur proposer de faire commencer par du digital quelques heures et déjà dans ces périodes-là et à la limite à faire à la rentrée un présentiel pour le côté très pratique. Donc je pense qu'il faut revisiter et revoir un peu ces parcours pour être sûr parce que ma première grande question c'est est-ce qu'ils vont revenir?
Est-ce que derrière, alors, ils reviendront, à mon sens, oui, mais il va falloir aussi les attirer, peut-être aussi revisiter son programme de formation par rapport à des sujets qui sont un peu liés aux préoccupations actuelles. Donc, je pense à des sujets, revisiter sa trésorerie pour le pour des financiers, etc. Aujourd'hui, ben là, par exemple, moi, nous, les demandes qui aujourd'hui apparaissent par nos services formation qui ont repris leur plan, c'est plus des sujets sur comment je fais respecter les gestes barrières, comment je mets des référents Covid en place, quel est leur rôle, etc. Comment derrière je favorise la reprise, comment je remotive mes équipes. Donc voilà, on est dans des sujets qui sont liés en fait à la reprise d'activité. Donc il faut peut-être repenser un peu ces plannings de formation par rapport à ça. Et puis penser que demain, par contre aussi, les individus auront besoin de liens sociaux, hein, parce que ce qui leur a manqué le plus. Donc peut-être le besoin d'échanges professionnels, de favoriser des sujets comme des co-développements ou des ateliers d'échange de pratiques et des choses comme ça dans des formations. À mon avis, ça peut être aussi le bon moyen parce que je pense qu'il y aura besoin de ce sujet-là et peut-être aussi de sujets qui leur montrent comment travailler demain. Donc c'est vrai que les demandes aussi qu'on a, c'est comment former les personnes au télétravail, etc. Ça, on voit apparaître des besoins là-dessus. Donc, on peut imaginer qu'il y a de nouveaux besoins qui vont apparaître en lien avec ça. Est-ce qu'il faut continuer à favoriser les formations distancielles? À mon sens, oui, hein, très clairement. Je pense que derrière, demain sera toujours le distanciel a un peu pris plus de place. Est-ce qu'il faut penser que distanciel demain? J'y crois pas du tout, du tout. Beaucoup de gens aiment quand même encore le présentiel. Je pense que le mixte a énormément d'avenir demain. Je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé des moyens de faire du distanciel de façon intéressante. Donc, il faut penser à additionner les deux et retrouver des parcours qui ont une vraie cohérence pédagogique et revenir à des vraies règles pédagogiques. Hein. Donc le distanciel, oui, mais que du distanciel, j'y crois pas du tout et je crois pas du tout que les plans des entreprises vont le faire. Et d'ailleurs, chez nos différents clients, c'est loin d'être le cas. Bien sûr, la part du distanciel a augmenté, beaucoup dû au Covid, mais elle était déjà en train d'augmenter de façon récurrente au quotidien. Donc derrière, je pense que ça va avoir accéléré peut-être certaines choses, mis en pratique de nouvelles choses, après aussi aux formateurs à former un peu différemment parce qu'ils avaient peut-être peur d'aller vers le distanciel, mais ça leur a peut-être enlevé cette peur-là. Mais est-ce que le présentiel est mort? J'y crois pas du tout de mon côté. Voilà, et puis alors des solutions gagnantes et constructives pour former en 2020, ben moi, à mon sens, c'est d'aller revisiter des parcours et de faire des parcours avec différentes étapes. Finalement, d'aller dans la loi avenir professionnelle hein, et proposer finalement des parcours très. Peut-être on n'a pas besoin de 7 heures de sortie parce que ça va être compliqué à des rentrées, mais peut-être où juste ça va être compliqué à des rentrées, mais peut-être où justement on est par étapes avec vraiment une vraie continuité et vraiment très adapté aux besoins, pas en faisant le parcours complet, mais peut-être en faisant justement des focus sur les points de compétences dont on a le plus besoin. Je pense que si on va là-dessus, c'est ça la solution gagnante. Et plus que jamais d'écouter les marchés, hein, d'écouter le marché et les vrais besoins des individus. Pas de faire les formations qu'on veut, mais de faire les formations que les individus veulent et dont ils ont besoin à un moment T. Et ça, c'est eux qui pourront nous le dire. Il y a qu'eux qui peuvent nous le dire. Hein. Voilà, j'en arrive à la fin de ce que j'avais prévu. Maintenant, dites-moi si vous avez des questionnements ou des échanges que vous voudriez faire avec les quelques-uns qui restent éventuellement. Merci Aurélie. J'ai essayé. J'avoue que c'est pas mon sujet préféré, hein, les gestes sanitaires, les gestes de distanciation, etc. Mais c'est vrai que derrière, ça me paraissait important d'échanger avec les organismes et de faire aussi une classe virtuelle pour les organismes, parce qu'on a beaucoup entendu parler des entreprises, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on parle pas entre organismes. Donc, ça me paraissait aussi important qu'on se parle entre nous. De temps en temps, c'est bien. Et je sais que le monde des organismes de formation aujourd'hui est en positionnement, repositionnement, en inquiétude. Donc, ça me paraissait important de le faire. Bon, ben, apparemment, tout le monde doit partir et retourner à ses activités. C'est bien, c'est que ça veut dire que tout le monde a de quoi faire et j'en suis ravie. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on va vous envoyer donc les éléments et vous aurez également le replay si à un moment vous voulez le remontrer. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Si par hasard vous aviez des questions complémentaires derrière, hein, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Vous passez ou par Myriel si vous n'avez pas mon mail, mais certains ont mon mail, donc mon mail vous est toujours ouvert comme toujours.
À très bientôt. Bon appétit à tous.